Bonjour à tous, je suis hyper content aujourd'hui de faire cet épisode avec Vianney. Vianney est CIO Office, il va en parler chez Kiabi, mais c'est surtout quelqu'un qu'on suivait un petit peu avec Thomas depuis longtemps, parce qu'il a eu pas mal de posts intéressants. Et vous allez voir ce qu'il a à dire sur le CIO Office est assez intéressant, parce il a été Vianney DSI. Donc on parlera un peu de l'étude de après, mais c'est rare des DSI qui sont CIO Office après. Donc on a un regard différent dont on va un peu creuser là-dessus. Mais avant d'y aller, Vianney, je te propose de te présenter, comme ça les gens connaissent un petit peu qui tu es, ton parcours, c'est toujours important. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis Vianney, j'ai 47 ans. Je suis effectivement CIO Office ou Office of the CIO chez Kiabi depuis le mois de septembre. Et avant ça, j'ai passé près de 6 ans comme DSI de chez Chronodrive, entreprise dans laquelle j'ai passé 14 ans. Et avant ça, j'avais passé une dizaine d'années dans le groupe Auchan, maîtrisant du retail, plutôt maîtrisant de l'e-commerce, et effectivement un DSI qui devient office du DSI et bureau du DSI, donc plutôt intéressant et parcours sympa en tout cas. Cool. Drive, moi je kiffe l'application, tout. Je te l'avais pas dit, Vianney, mais dans les expériences, tu vois, dans les expériences de boîte, et en plus, je vais te dire un autre truc, l'appli Kiabi, alors je sais que c'est pas toi, tu vois, tu es arrivé il y a 7 ans, mais c'est rare tu vois, des grosses entreprises qui ont une expérience digitale qui est au niveau des meilleures startups. J'avoue que j'ai de la chance d'avoir fait ces 2 entreprises-là, autant sur l'alimentaire que sur l'e-commerce un peu plus classique et là maintenant sur le textile. C'est vraiment 2 expériences clients qui sont magnifiques. Comparer les 2 parce que les usages clients sont radicalement différents et je suis toujours aussi fan de l'expérience Chronodrive, je suis toujours aussi fan de cette entreprise et maintenant je suis grand supporter et grand fan de Kiabi et effectivement, Kiabi a encore gagné un prix il y a quelques C'est ouf, mois, sur le sujet c'est et c'est ouf, top. c'est rare, une expérience d'une entreprise française, tu vois, big corpo, tu vois, enfin, grosse entreprise, qui a une expérience client digitale de ce niveau. On en parlera ou peut-être peut-être même sur un autre épisode, mais ça m'intéresse de comprendre peut-être plus sur ton expérience du coup de chrono parce que tu l'as vécu, on va dire de bout en bout, mais ça pourrait être intéressant. Bon, passons, je vais pas commencer à hacker mon propre épisode. Y aller, restons concentrés. C'est vendredi. OK, on est avec le café, c'est compliqué. Bon, CIO Office, déjà moi ce qui m'intéresse de comprendre, et c'est bête à dire, mais moi je t'avoue, je m'y perds dans tous les noms. Il y a les PMO, il y a les VMO, il y a les CIO Office, il y a les DSI adjoints. Grosso modo, j'ai du mal à comprendre un peu la distinction. Alors j'imagine qu'il y a pas une règle, et cetera, mais toi, comment tu comprends? Est-ce que PMO de la DSI, tu me parles de CIO Office, donc tu vois, c'est pas une question de je veux pas opposer des gens et tout ça, je veux juste comprendre s'il y a des notions qui sont différentes, s'il y a des évolutions ou pourquoi on utilise certains titres. Comment toi tu comprends ça? Comment tu le résumes? Alors je te confirme qu'il y a plusieurs terminologies, et je pense que chacun a un rôle différent et une action différente au sein de la DSI. Chez Kiabi, c'est ce qui est bien, c'est qu'on a un deputy CIO, donc un DSI adjoint, OK. qui est présent, qui porte une direction applicative majeure puisque c'est les magasins et en même temps sa charge, c'est vraiment le bras droit du DSI. Le mot droit est important. OK. C'est vraiment l'adjoint du DSI et il porte tout ce rôle de business partnership avec nos équipes métiers et plutôt l'interaction avec le business relativement forte. Et c'est vraiment, on va dire, le padawan du DSI à ce titre-là. D'accord. Je vais aller à l'autre extrême. Le PMO est plutôt en charge d'un reporting, d'une photo, pas forcément d'animer ou de prendre des décisions, mais de reporter. Donc de OK. faire un pas d'avancement à ce niveau-là. Le CIO Office ou l'Office of the CIO ou le CIO, on l'appellera comme on veut. Lui, c'est un bras armé du DSI. Je fais une différence entre bras droit ou bras armé. En gros, c'est la force de frappe. Le DSI, c'est le président. Le vice-président, c'est le deputy CIO. Les Navy Seals, c'est l'Office of the CIO. Et donc, c'est un terrain de jeu qui est défini, avec des engagements définis, et un rôle, c'est de piloter et d'accompagner la DSI dans le cadre de Kiabi, c'est dans sa transformation. Après, c'est d'autres sujets. Voilà, l'Office of the CIO a un vrai rôle opérationnel et décisionnel de pilotage. Le PMO a beaucoup moins à ce niveau-là et est plus en charge de préparer du reporting. On pourrait considérer l'Office of the CIO comme une forme de chief of staff Ouais. du D. OK. Et est-ce que tu penses que la partie, dissociation de ces PM reporting, versus CIO Office, c'est parce que
la taille de votre organisation fait qu'on a besoin d'avoir des personnes dédiées sur des fonctions dédiées? Ou est-ce que tu penses que foncièrement parlant, c'est pas les mêmes typologies de personnes? Parce que j'ai des tailles d'équipes d'entreprise aussi que je vois qui ont, qui mergent un peu les 2 fonctions, à tort ou à raison en termes de c'est des fois des questions de budget, de aussi d'attrait, du poste et cetera. Ou est-ce que tu penses que foncièrement, c'est pas la même nature aussi de personnes ou de qualité, de compétences et cetera? Ben, je pense que fondamentalement, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes profils, c'est pas la même expérience, on ne demande pas la même chose. OK. Le rôle de PMO a peu d'intervention, hormis, consolider de l'information, a peu d'intervention opérationnelle auprès des équipes. Le reporting, c'est une photo qui est faite. Je veux pas dire que le PMO est juste un photographe, ce serait Ne très, sois très pas désobligeant, Vianney, s'il te ouais, plaît. c'est non, non, c'est Je veux très pas te créer honnêtement, des problèmes en plus. non, non, le rôle de PMO est extrêmement important dans une organisation, dans une transformation, mais il a pas cette capacité d'action et de décision. OK. Piloter des engagements tels que je dois le faire et telle qu'est décrite un peu dans la fiche de poste d'un CIO Office, c'est d'anticiper les dérapages, c'est de prendre des positions, c'est d'aligner la stratégie avec le DSI et de créer toute la tactique pour arriver à aboutir à cette stratégie. Je mets une différence entre les deux. La stratégie, c'est la finalité, la tactique, c'est la manière avec laquelle on va y arriver. Alors que le PMO, quelque part, il va faire un point d'avancement sur là où on en est dans l'avancement de la tactique. Donc moi, je dois prendre des positions, je dois essayer d'anticiper. Donc quelque part, ma valeur, ça va être dans la prévision et la qualité de la prévision que je vais pouvoir faire sur les sujets que je vais avoir à opérer. Moi, dans mes sujets, j'ai tout le pilotage du build. Et le pilotage du build, c'est dire ce qu'on va faire et surtout faire ce qu'on a dit, Tenir les engagements. tenir les engagements. Donc voilà, c'est à la fois du prédictif et de la qualité de prédiction. C'est aussi la maîtrise budgétaire. La maîtrise budgétaire, c'est pas une photo à date de la manière avec laquelle on dépense nos budgets. C'est aussi prévoir, anticiper, piloter, forecaster la manière avec laquelle on va consommer le budget et surtout la manière avec laquelle on va l'allouer. C'est ça mon sujet. Après, j'ai un autre périmètre de responsabilité sur les process de l'entreprise, parce qu'il y a une grosse réflexion en cours au sein de Kiabi pour essayer de standardiser, d'unifier, d'homogénéiser et de transversaliser les process. Et donc j'ai aussi ce périmètre-là au sein de Si tu as une responsabilité sur le build et que tu as pas une responsabilité sur les process pour améliorer le build, c'est un peu compliqué, non? bah, c'est à la fois process DSI, mais c'est aussi tout process au sein de l'entreprise. OK, donc c'est parce que du coup, c'est plus large que le process, OK. C'est plus large que la partie DSI. Donc c'est ce qu'on échangeait un peu prémisse quand on s'est rencontrés. Le rôle de l'Office of the CIO, en fait, il dépend beaucoup du momentum de la boîte. Les sujets qu'on va lui adresser, qu'on va lui confier, ils dépendent de l'état dans lequel est la DSI, des capacités de la DSI à date. Et donc c'est un poste à géométrie variable qui dépend à la fois du moment dans lequel est l'entreprise, du moment dans lequel l'entreprise est dans sa transformation, et du moment dans lequel est la DSI et dans lequel est la transformation de la DSI. Et donc moi aujourd'hui, dans mes enjeux et dans mes sujets, j'ai le pilotage du build, donc le pilotage des engagements de la DSI sur le build, le pilotage du budget, donc qu'il soit plutôt contrôle de gestion ou plutôt achat, donc en lien fort avec les équipes perf et les équipes achats, et à la fois toute une animation en transverse des business process, une grosse réflexion sur beaucoup de plans fonctionnels. Il y a chez Kiabi, il y a quelques schémas directeurs qui sont en cours d'écriture et en cours de réflexion avec des plans de transfo relativement forts. Et donc c'est le moment, et pour neutraliser cette partie-là, d'animer cette partie de process, de standardiser cette partie process, voilà, d'essayer d'en faire un asset vivant pour l'entreprise plutôt qu'une simple documentation. Je pourrais en parler dans un autre podcast si tu souhaites. OK, et du coup, quand tu dis, tu sais, la question de, donc de piloter les engagements et du coup, donc d'être dans la prédiction aussi, de comprendre, d'influencer le présent. Donc du coup, tu disais tu as une responsabilité dans l'action aujourd'hui d'influencer ce qui est en train de se passer pour que la prévision s'améliore. Tu es pas juste, tu pas spectateur de la prévision. Tu pas dire: «Ah ben tu du coup, on va aller dans le mur», change à changer, concrètement de ne pas aller dans le mur. Soit changer la Heu, direction, soit changer la vitesse. ouais, il y a pas 36 000, pas 36 000 solutions. Exactement. Du coup, ça veut dire que tu as une relation pour faire changer les choses. Pour faire changer les choses dans une entreprise, alors je le dis avec mes mots et c'est peut-être pas les bons, hein. Nos auditeurs, très nombreux, comprendront. Comment tu fais pour faire changer les choses si tu es pas le boss des gens? Parce qu'en gros, moi je vois bien
Alors tu es pas petit, tu es pas con, mais le petit con qui arrive et qui t'explique que tu fais mal ton taf et que sans ça, heu, tu, heu, tu vas nous mettre dans le projet et cetera, alors que moi le projet, je suis le boss du projet bla. Enfin, on peut très vite aller sur des discussions très désagréables, d'ego, de compréhension, de positionnement, de prise de pouvoir, de périmètre. Tous les trucs qui font que dans une boîte, c'est un peu chiant, de faire changer les choses et donc du coup, ça reste un truc où, toi, tu es en transverse. Donc tu es là pour faire en sorte que ça aille mieux, mais en même temps, pour que ça aille mieux, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent changer et 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 de ce que je comprends, ou j'ai mal compris peut-être, hein, tu pas leur boss. Non, alors je suis pas leur boss et c'est pas le rôle de CIO Office d'être le boss du co-lead IT ou de l'IT en tant que tel. J'ai des équipes en responsabilité, mais effectivement, je suis pas le boss de mes collègues, et c'est le principal enjeu et tu mets le doigt dessus et c'est extrêmement important, c'est transformer son pouvoir et comment on arrive à avoir un leadership et à faire avancer les sujets sans être hiérarchique. C'est exactement la même chose que dans le cadre d'un projet. Un chef de projet est rarement hiérarchique sur l'intégralité des équipes. C'est vrai. Pourtant, son job, c'est de faire avancer son sujet et d'arriver là où le projet doit nous mener, où là on a choisi que le projet doit nous mener. Et donc effectivement, ma légitimité viendra pas d'un organigramme. Il y a dans la conduite du changement et l'appropriation d'une démarche, il y a quelque chose de très simple, ça s'appelle l'appropriation managériale. Quand ton patron il dit de faire blanc, généralement tu fais plutôt blanc. Ou blanc cassé, voilà, si t'as pas totalement Si vraiment compris. tu un fou, tu changes la nature du blanc, mais ça reste un blanc. Ouais, c'est ça, mais tu fais blanc. Et donc l'appropriation managériale marche relativement bien dans ces cas-là. Moi, c'est pas mon cas. Donc l'enjeu, c'est de rendre toutes mes actions et la stratégie et la tactique extrêmement claires, extrêmement simples et extrêmement actionnables. C'est donner du sens. À la fois, c'est de définir le sens avec le DSI et le deputy CIO et tous les intervenants qui sont autour, hein, que ce soit le contrôle de gestion ou la partie RH, de bien faire comprendre le sens, de bien définir la tactique avec laquelle on va arriver à l'objectif, et ensuite de les accompagner tous les jours, et donc d'intervenir avec eux pour mettre en œuvre la tactique qui va nous garantir d'arriver là où on souhaite arriver. Je t'avais dit une phrase et elle est réelle. Euh, Si je dois faire intervenir le DSI pour siffler la fin de la récréation sur mes sujets, c'est que j'ai perdu ma légitimité. C'est que je joue pas mon rôle. Le rôle du CIO Office, c'est effectivement le DSI pose la stratégie, on définit une tactique et je la définis et je l'accompagne à la définir. Et ensuite, mon job, c'est de la faire mettre en œuvre par mes collègues. Si je me positionne comme un flic, comme un contrôleur ou comme on va dire un surveillant d'école ou un surveillant de cours de récré, ça va mal se passer. Donc mon enjeu, en tout cas moi, ce que j'essaie de vivre, c'est comment faire grandir mes collègues, comment faire grandir la DSI, comment apporter de la valeur et comment leur apporter de la valeur. En gros, je suis à leur service pour faire avancer la stratégie de la DSI et pour faire avancer leur périmètre. Est-ce que cette façon de voir le soft power, heu, elle peut fonctionner, donc pas de souci, mais est-ce qu'elle est pas aussi, elle idéalise pas un peu la façon d'arriver à créer des collectifs internes? En gros, sur le papier, ce serait trop cool. Tu crées une légitimité, à déterminer comment tu la crées aussi, parce que c'est pas facile de créer une légitimité. En dehors d'être bon, il faut la communiquer, il faut que les gens la comprennent. Ça, c'est un peu de la politique au final et dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que les gens comprennent qui tu es, qu'ils te fassent confiance, qui voit que tu es quelqu'un de honnête, sincère, enfin toutes des qualités qui font qu'on aime travailler avec des gens. Mais en même temps, tout ça, ça prend du temps forcément, mais c'est très, soft power quoi. Mais c'est un rôle très soft power et je te confirme. Et ça fait appel à beaucoup de soft skills. En tant qu'ancien DSI, là j'ai quelques hard skills et quelques compétences que j'ai pu développer. Mais effectivement, le rôle d'office of the CIO et le rôle de leadership sans hiérarchie impose d'avoir des soft skills et une posture qui est radicalement différente et plus adaptée. Là où il y a un enjeu pour chaque office of the CIO, c'est d'avoir la légitimité auprès du DSI. Si à un moment donné, ce courant-là, il y a un manque de confiance, ça se ressentira auprès des équipes et donc je perdrai ma légitimité. Par contre, c'est pas le DSI qui doit faire actionner mes collègues.
Et donc c'est d'être avec eux, à leur côté, pour mettre en place cette tactique. OK. Et donc du coup, quand tu parles donc de tactique, si on parle de processus interne, si on se focalise dans la DSI, heu, il y a des changements, qui, s'opèrent. Par exemple, passer sur, le capacitaire trimestriel ou des trucs comme ça. Hem, Comment ces idées de processus, de changement de processus, d'avoir envie, émergent au sein de l'IT? Est-ce ils étaient avant là et du coup toi tu es là pour les rendre opérationnels? Est-ce que tu fais émerger ces discussions sur les processus? Comment ça se passe en fait, le fait d'aligner un certain nombre de personnes sur, les root causes des problèmes, la meilleure façon de l'adresser et après potentiellement les tactiques ou le timing pour les adresser dans quel ordre? Comment ça se passe ça aujourd'hui, Ça va dépendre de chaque DSI et de chaque entreprise. Ouais, Le rôle d'Office of the CIO chez Kiabi a été créé dans le cadre d'une transfo interne de la DSI de Kiabi. Avec l'un des premiers objectifs, c'est de faire fusionner ou de mailler 2 DSI qui étaient distinctes auparavant. Il y avait plutôt une DSI omnicanal et digital et une DSI, on va dire plus historique sur le périmètre de Kiabi, que ce soit la logistique, l'industrie ou la vente. Et donc l'un des enjeux, c'était de regrouper déjà ces 2 équipes-là et de faire une seule DSI. Et à ce titre-là, on avait un devoir aussi, c'était d'homogénéiser nos pratiques, d'homogénéiser notre performance, notre lisibilité et la confiance qu'on peut créer à l'extérieur. Donc c'est aussi pour ça que le rôle d'Office of the CIO a été créé chez Kiabi, et c'est pour ça que j'ai ce périmètre-là. À la fois garantir en transverse les engagements et une manière de piloter et le build et de tenir nos engagements, et à la fois la manière avec laquelle on pilote, on va dire la manière dont on dépense l'argent que l'entreprise nous confie sur tous les périmètres de l'entreprise, et la valeur qu'on crée au sein de l'entreprise. Donc le premier rôle, c'est aussi d'harmoniser, d'homogénéiser sur un CIO Office, puisqu'il intervient en transverse sur ouais, non, mais l'intégralité. tiens, mais ma question elle était plutôt, tu vois, pour essayer de comprendre. Tu arrives parce qu'il y a déjà il y a déjà une transformation. J'imagine que tout n'est pas sec, tu vois? Ce qu'on doit faire, pourquoi on le Non, fait, et c'est partager et pour cetera. ça que Voilà, si c'est pour ça que tu es là. si tout était sec, Voilà, homogénéisé, transverse et haut niveau, on n'aurait pas besoin d'un CIO. Ou en tout cas, c'est pas le périmètre qu'on lui aurait confié et qu'on voilà. m'aurait confié. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, ou de pas c'est pas de savoir, mais en fait, j'aimerais bien comprendre sur, alors moi, tu le sais, nous sur le processus RSA, ce qu'on a vu qui a été changemaker pour beaucoup, beaucoup d'entreprises et cetera, c'est la logique de créer un cadre commun, un rythme commun au sein de toute la boîte, pas que la DSI. Le quarter plan, PI planning, tu appelles comme tu veux, mais basé sur la partie trimestrielle. Je me suis fait tacler là sur un comment LinkedIn en disant: «Ouais, ton quarter plan, c'est un PI planning, c'est un PI planning qui dit pas son nom puisque c'est 3 mois». Je dis: «En fait, moi, j'ai pas de souci avec ça. En fait, c'est juste qu'il y a 2 ans, quand on parlait de PI planning trimestriel, on se faisait incensier par tout le monde parce que c'était 6 semaines et que nous, on disait, bah, en fait, ce qu'on voit dans les entreprises qui marchent bien, dans tous les cas, dans les ETI, c'était le fait de garder le même rythme que la finance ou que le business et pas de créer un nouveau rythme avec un nouveau nom. Parce que tu vois, le quarterly review planning, ça parle à la finance, etc. Le PI planning, je sais pas à qui ça parle, à part les mecs de l'IT de Safe. Je confirme. Et le fait de dire d'avoir un nom qui parle aux finances, à le métier le même et pas inventer un nouveau truc, ça serait cool. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un enjeu, même au sein dans les ETI, de faire émerger au sein du codir IT que, potentiellement, une des root causes de beaucoup de problèmes qu'ils ont, c'est le non-alignement sur un rythme commun et que c'est pas trivial, tu vois? Que ça peut être challengé, même si tu arrives dans un cadre où il y a des gens qui voient qu'en fait, cette problématique capacitaire et cetera, elle est vraiment là et qu'ils voient c'est pas forcément partagé et puis surtout, des fois, le lien entre la root cause et la solution, il est pas du tout, partagé, clair et donc du coup, toi, quand tu arrives là-dedans, j'imagine que, comme on disait, c'est pas sec. Comment toi, tu arrives à faire en sorte que par problème et par process, les choses, se cristallisent et deviennent plus matures au sein des équipes. Il y a 2 choses, et ça fait aussi partie de mon arrivée et de mon peu d'ancienneté chez Kiabi. Il faut respecter ce qui est en place. La DSI de Kiabi tourne depuis la création de Kiabi, à peu de choses près. Et aujourd'hui, les résultats que fait Kiabi sont aussi grâce à la DSI et à ce qui a été mis en place. Donc il y a des choses qui existent. Et comme dans toutes les DSI, on parle de capacity planning, on parle de prévision d'activité, de plan de charge, d'engagement. Donc il y a des choses qui existent. Et donc il faut à minimum respecter ça.
Les gens ne font pas rien. Je n'arrive pas en disant, voilà, en tout cas si j'arrive comme ça, en disant, voilà: «Avant vous ne faisiez rien et vous inquiétez pas, j'arrive et le monde va changer», je me trompe de combat. Voilà et c'est pas, ni ma D'accord. posture ni ma position. Ouais, j'ai bien compris. Donc il faut respecter ce qui a été fait. Par contre, faut 2 choses, donner du sens sur ce qu'on fait, c'est très bien, de quoi ont besoin aussi nos interlocuteurs pour bien fonctionner. De quoi a besoin nos métiers, de quoi donc là on parle de capacity planning, de prévision de charge ou de prévision d'activité. Nos équipes finances, nos équipes métiers ont besoin de quoi pour travailler en confiance avec nous et ça, c'est extrêmement important. La relation métier entre, chacune des directions métiers ou chacun des départements métiers et chacune des équipes IT, des pôles IT ou des départements IT, voilà, est différente. Néanmoins, on se doit d'avoir un asset commun et de fournir quelque chose de standardisé. C'est quoi notre catalogue de services vis-à-vis d'eux? C'est quoi notre catalogue de reporting, notre catalogue de données qu'on doit leur échanger, leur partager et de relations qu'on doit avoir avec. Et donc c'est transversaliser cette chose-là. Et on fonctionne pas de la même manière sur une équipe digitale comme on fonctionne sur une équipe RH ou une équipe finance. Bien sûr. Par contre, et ça c'est la manière avec laquelle on le raconte et la manière avec laquelle on le vit, néanmoins, les entrants et les données de base doivent être exactement les mêmes. Après, on ne travaille pas de la même manière et plutôt côté digital, on travaillera plutôt en PI planning, de l'autre Ouais, côté, on ira sur d'autres sujets, voilà. Parce que la vélocité demandée est pas la même, la manière de fonctionner n'est pas la même, les expériences des gens sont pas les mêmes. Un, c'est respecter ce qui était déjà en place et ça, c'est extrêmement important parce que ça donne confiance aux gens, et ça valorise le travail qu'ils faisaient. Par contre, c'est leur donner, les clés de comment apporter plus de valeur demain et c'est pas moi qui vais l'apporter, c'est comment je construis avec eux les outils qui vont leur permettre d'être plus en confiance, enfin de générer plus de confiance, d'être plus à l'aise et plus en maîtrise de leur sujet dans leur relation avec leurs équipes métiers. Donc le rôle du CIO Office, c'est pas de se mettre en avant, c'est de se mettre au service et d'aider les équipes en place à apporter la valeur et à générer de la confiance. donc du coup, tu fais attention de pas arriver en cassant tout, en disant les machins, donc déjà respecter ce qui a été mis en place et cetera. Fine, ça je l'entends. Tu fonctionnes par, par groupe de personnes ou par équipe parce que, bah, du coup, ils ont pas les mêmes Ouais, passés, les mêmes contextes et on cetera on là-dessus. on construit avec des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont une ancienneté différente chez Kiabi aussi, hein, donc qui ont vécu, potentiellement notre expérience. Chez Kiabi, il y a des Kiabers qui ont, 15-20 ans, Ouais, 25 ans d'ancienneté. Il y en a qui ont 2 ans, qui avant d'être chez Kiabi, étaient responsables d'un centre de service dans des ESN ou qui étaient, consultants ou free ou comme moi qui ont des dans d'autres entreprises avec d'autres expériences et donc c'est comment on arrive à créer un socle commun et pas le plus petit multiple commun, hein, la c'est le somme dé de tout et et pas, le plus petit ensemble, hem, pour apporter de la valeur et qui convienne à tous. Et puis voilà, animer cette partie-là, construire avec eux et ensuite, mettre en place et déployer OK. avec eux. Il y a une question que j'ai posée avant, mais que j'ai pas bien saisi ton point. Des fois, même si tu parles avec les gens, ils, identifier une route cause, c'est une forme assez dure logiquement de travailler parce qu'en gros, ça veut dire que tu parles d'un problème et tu essayes de voir qu'est-ce qui génère tout ça. Donc il y a une forme aussi intellectuelle qui est un peu différente de d'aborder le problème et cetera, qui est un peu peut-être plus mathématique au final des choses ou et qui est pas forcément la plus simple pour tout le monde et puis en plus, quand tu as de l'émotion sur le contexte dont on parle, ton cerveau, il fonctionne un peu différemment que juste quand c'est pas une c'est plus difficile d'être sur une analyse un peu froide de la situation. Par exemple, là, quand je parle avec des N-1 de DSI et cetera, il y a toujours beaucoup de ressentis et donc du coup, ça met du temps à coucher sur, A, B, oui, donc c'est vrai que tout ça, c'est lié à ça et que si ce truc-là déjà c'était beaucoup mieux, nanana nanana. Ce que tu fais avec les DSI, c'est ce que moi je dois faire avec mes collègues. C'est faire émerger la route cause. Si j'arrive en apportant directement une solution, c'est pas respectueux de leur travail déjà, c'est pas respectueux de ce qu'ils sont et de l'expérience qu'ils ont parce que s'ils sont, à ce niveau-là et à ces postes-là, c'est qu'ils ont acquis cette légitimité-là aussi, hein, faut pas se voiler la face. Et donc, enfin, c'est des vrais sujets de conduite de changement et de résistance au changement. Poser la question, enfin, c'est leur poser la question: «Pourquoi? Pourquoi on fait comme ça?» Ben, on a toujours fonctionné comme ça.
Pourquoi? Ça sert à quoi? On le fait pourquoi? Rappelons-nous, c'est quoi nos objectifs? Quels sont nos enjeux? Où est-ce qu'on nous attend? Et donc, et en fait, c'est faire émerger, je vais pas dire faire de la maïeutique parce que ce serait, Non, non, mais en gros, tu fais en sorte que de prendre le temps. Et du coup, j'imagine que ça doit te prendre un temps de dingue. pas forcément. Puisqu'avec la bonne approche, en fait, quand on arrive à créer un climat de confiance collectif, on peut se dire les choses. Vous êtes Toulousain, tous chez Arcès, et donc, Arrête, il y a du Lyonnais, on est à ouais, de l'Argentine, attends, tu me crois? Nous, on est raison. internationals, Vianney. D'accord. Et donc, ça coche toutes les cases. Vous devez être tous à peu près fans de rugby. Corentin, les Toulousains, bah, même si de temps en temps on est rivaux, et créer ce collectif-là, c'est créer un climat de confiance qui permet aussi de se dire les choses et de poser les problèmes. Et dans des fonctions transverses comme la mienne, sans hiérarchie, où on doit créer ce collectif, mon rôle c'est aussi de créer ce collectif, OK. de créer cette force collective et de créer cette énergie collective pour avancer sur des sujets et avancer de manière commune et tous dans la même direction. Et donc voilà, je fais le parallèle avec le rugby, je pourrais le faire avec d'autres sports, mais L'esprit collectif et c'est une posture de boss, c'est-à-dire que tu fais en sorte que les gens, fassent le chemin eux-mêmes aussi pour arriver à une conclusion qui est similaire pour pouvoir travailler ensemble. c'est pas forcément une posture de boss, c'est Non, mais une boss posture manager, tu ouais, vois, responsable, de leader. de leader, Ouais, d'influenceur. ouais. Mon boss, c'était pas forcément le hiérarchique, c'est un mode de leader. Tu as raison, le terme, c'est mieux ça, de leader. Est-ce que alors moi, je vais être très dur et là, c'est pas toi qui le dis, c'est moi, aujourd'hui, dans la majorité des DSI que je rencontre, cette posture de leader, elle est catastrophique. C'est-à-dire que je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Un responsable commercial, c'est des gens, ils sont allés dans une, carrière. Il y a une qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont une forme de leadership. Ils ont une forme de leadership qui est très exacerbée, qui peut des fois être chiante, relou, blablabla, ce qu'on veut, mais ils ont une forme de leadership. Dans les DSI, c'est pas forcément les typologies de gens qui de base avait tu vois? Enfin, je veux dire, le mec qui aimait bien la tech et qui est devenu DSI parce que tu vois, voilà, il était manager et cetera, parce que c'est aujourd'hui quand même ça reste la majorité des DSI qui sont venus comme ça, n'ont pas eu un leadership exacerbé et du coup, ils arrivent dans des positions qui peuvent être difficiles. Toi, c'est pas ta vision des choses. Dis-moi, toi, c'est quoi le leadership quand on est dans la tech? Comment il se crée? Comment toi tu as créé le tien? Qu'est-ce qui a fait que tu penses que tu as développé ce leadership-là? Ça m'intéresse de comprendre un peu le cheminement. Ouais, je confirme que tu as une position quand même qui est très tranchée. Non, mais tu as raison, mais c'est vrai que naturellement parlant, dans les DSI, voilà, on a souvent promu, nommé, et j'en ai vu, et c'est très bien des vrais experts de la tech. Je vais pas dire des geeks parce que c'est plutôt récent. Et puis c'est non, et puis ça peut être négatif dans la bouche de certains alors que ça l'est pas pour nous. Moi, je suis geek, j'adore. Donc avec des technophiles C'est technophile, c'est beau. et plutôt qui ont une jambe forte sur l'aspect technologique, plus que ça. Dans les entreprises, clientes, je vais pas forcément, parler d'Arsas, mais moi je vais plutôt parler de ce que j'ai vécu, Auchan, Chronodrive ou Kiabi. On fait un IT au service d'un métier. On fait un IT au service d'une entreprise. On fait pas de l'IT pour l'IT. On n'est pas Kiabi est pas une boîte de Ouais. tech. Entre guillemets, elle vend pas sa tech. Le produit Kiabi, c'est voilà, c'est, tout pour les familles. Avant, c'était, la mode à petit prix et qui a grandement évolué. C'est construire une plateforme de marque. Et donc, il faut avoir la posture dans la DSI de comment on se met au service de cette ambition d'entreprise. Mmh. Et donc, dans les personnes que j'ai croisées, en tout cas dans ma carrière, il y avait effectivement des grands technophiles qui étaient, experts de la tech et qui avaient un rapport à l'humain et au relationnel et au leadership qui était plus un leadership, de hard skills. Certaines équipes de la DSI, c'est important d'avoir un leader qui maîtrise son asset technologique et son terrain de jeu technologique. Quand on arrive sur des postes comme DSI ou Office of the CIO ou mes collègues, au co-lead IT, notre rôle, c'est plus totalement de faire. On doit encore faire, on est encore des doueurs, mais c'est aussi de penser et c'est aussi de contrôler, surveiller, piloter. Et donc forcément, ça demande des soft skills qui sont un peu différents. Et ça demande des soft skills qui sont plus dans le leadership et donc plus dans le soft skills que plus que dans le hard skills. Et oui, j'ai vu des technophiles et après j'ai vu des très grands DSI, des très bons DSI.
Samira Meled qui était chez Auchan, qui est maintenant chez France Travail, Daniel Malouf, qui étaient des gens qui embarquaient des hommes, avant d'embrasser une technologie. Après, ils avaient des convictions sur les sujets. Et l'important pour, je pense, un DSI ou pour un colis d'IT, c'est à la fois de maîtriser l'aspect technologique, pas forcément de le dominer ou d'en être expert, mais de le maîtriser suffisamment pour en comprendre les concepts, en maîtriser les concepts, et donc pouvoir travailler avec ça et poser cette cible-là, et surtout à la fois d'être en capacité de créer ce collectif et d'embarquer. Quand on est dans une DSI comme Kiabi, où on a entre 300 et 350 personnes, notre rôle c'est d'embarquer ces 300 ces Bah, 300. ouais, Et c'est pas de développer la ligne de code qui va permettre bien sûr. de développer Apple Pay sur l'application mobile, hein, même si c'est déjà fait et c'est très bien. Ouais, c'est d'emmener toute la DSI sur l'apport business qu'on doit avoir, la valeur business qu'on doit générer, sur les risques technologiques Tu dois euh, adresser. qu'on a dans notre asset, la manière avec laquelle on doit architecturer notre SI, la cible qu'on doit poser à dans 3 ans, 5 ans, 10 ans potentiellement, anticiper les sujets qui vont arriver. Est-ce que tu as des livres, des vidéos YouTube, des choses qui t'ont toi, aidé personnellement dans tu vois, quand tu étais à Chrono Drive et cetera, sur, mieux comprendre, et créer ou t'aider à créer ta forme de leadership à toi? Parce que bien sûr, il y a la vie, il y a les gens que tu rencontres et cetera. Mais est-ce que tu as eu des lectures, des ça peut être un film, hein? Ben, alors, Iron Man. Quand j'ai vu Iron Man, je me suis dit que il fallait vraiment que j'apprenne de son leadership. en tant que film, j'aime bien La Cité de la peur, mais ça n'a aucun Ah, rapport avec mon métier. je sais pas si ça matche bien. Il dit qu'il voit pas le rapport. Il dit qu'il y a plus de genoux, mais il voit pas le rapport quand même. Non, non, en fait, c'est vraiment de la curiosité par rapport à l'entreprise. J'ai été formé comme ça et en fait, j'ai commencé ma carrière non pas côté IT, mais côté organisation. Et donc au plus proche du métier et au plus proche du business. Et je pense que c'est important dans nos métiers, dans notre cadre d'entreprise, dans notre contexte, à nous, hein, je parle qui habite, dans d'autres entreprises, c'est un peu différent, de réussir à être totalement aligné avec les enjeux business de nos équipes métiers. Si on a en face de nous quelqu'un dont sa seule préoccupation c'est tel KPI, parce que c'est là-dessus qu'on le pilote, c'est son enjeu business, et qu'on lui répond à côté de la plaque, en fait, on va pas se comprendre. C'est exactement ça. Et pour ça, il faut voilà être curieux de nos métiers, être curieux des interlocuteurs qui sont en face de nous et comprendre leur enjeu business et le travailler avec eux pour qu'à la fois nous on porte leurs enjeux business au sein de la DSI et qu'eux portent les enjeux de la DSI au sein de leur business. Et c'est cette relation de confiance qui est importante à créer. Quand tu parles de donc, tu vois, il y a le leadership, il y a bien se comprendre les gens et cetera. Tu me disais que la grande difficulté, c'était, de trouver la bonne vitesse en disant si tu vas, bah, trop vite, tu crées de la crainte, du rejet, de la peur, de la défiance, mais si tu vas trop lentement, tu vas quand même te faire taper sur les doigts par la boîte parce que, elle a un niveau, tu disais, d'objectif et à atteindre et donc du coup, des fois, tu peux être entre 2 on va dire 2 objectifs, enfin, entre la vitesse que les gens sont capables d'accepter ou de prendre et qui serait cool et peut-être des fois le niveau d'atteindre l'objectif. Comment tu gères ça? Enfin, tu vois, c'est comment tu t'arrives à doser ou à faire le bon feedback? Parce qu'en gros, tu vas voir tes boss en leur disant: «Les gars, vous avez dit qu'on faisait ça en 3 ans, mais vos équipes, elles sont loin de pouvoir faire ça en 3 ans, sinon on va en perdre 40 et donc du coup, tu viens taper un peu sur les boss? Ou est-ce que c'est: «Non mais les gars, il va falloir vraiment se bouger», tu vois? C'est pas évident, j'imagine? En fait, c'est un peu des deux. Que l'entreprise soit très ambitieuse, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est ce qui, enfin, voilà, Il te fallait de vers non, l'avant, si tu pas la, la, ambitieux, ça marche pas. la première vertu d'une entreprise, enfin en tout cas la première chose qu'on attend d'une entreprise, c'est de se développer et générer du business. Et donc à ce titre-là, voilà, le contexte économique est d'autant plus dans le textile en ce moment, qui est relativement compliqué, là, qui est soumis à des aléas qu'on maîtrise plus ou moins, qu'il est légitime que l'entreprise soit extrêmement ambitieuse pour garantir la pérennité de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt logique. L'avantage qu'on a chez Kiabi et dans l'ADN de Kiabi, il y a aussi un respect des hommes en place qui est très présent. Et donc l'enjeu que moi j'ai, c'est de maximiser la vitesse ou d'optimiser la vitesse pour à la fois répondre aux enjeux de l'entreprise et à l'ambition de l'entreprise, et à la fois, je vais pas dire pour prendre soin, mais en tout cas pour développer, accompagner les hommes en place au sein de cette entreprise. Et donc forcément, il y a toujours un débat entre on va trop vite et vous n'allez pas assez vite.
et il y aura toujours un débat. L'équilibre. Et c'est un équilibre qui, ben, sur cette période et sur certains trimestres, et en fonction des équipes et des sujets, ben voilà, on va devoir un peu accélérer et mettre sous tension. Et, et ça fait partie d'un cycle annuel, ça fait partie voilà, de moments professionnels où on sera un peu plus sous tension que d'autres. Et il y a des moments où on va être plus sur des travaux de fond, où on aura une vitesse un peu plus adaptée, et on va, voilà, pouvoir, je vais pas dire mieux conduire le changement, mais voilà, être plus dans l'accompagnement et dans les travaux de fond. Mais voilà, et l'entreprise, moi j'attends que l'entreprise, qu'elle continue à rester ambitieuse et à nous challenger pour tirer le meilleur parti de nous. Je vais reprendre une analogie sportive, mais une ou deux. Mais si quand on commence un championnat, quel que soit le sport, ben voilà, on se dit pas qu'on joue le championnat pour le gagner, même si on sait qu'on n'a pas forcément le plus gros budget, même si on sait qu'on n'a pas forcément les meilleurs joueurs ou la meilleure équipe, on le joue pour gagner. Bien sûr. Et après, il arrive ce qu'il arrive, et l'objectif, c'est de tirer le meilleur de l'équipe au moment où elle joue. Et après, je prends un deuxième parallèle aussi, plutôt d'actualité sur la Formule 1, avec les changements qu'il y a eu cette année. Les règles du jeu, c'est pas ouf. Alors, les règles du jeu sont pas ouf. Par contre, la manière de gérer la vitesse a changé. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus d'aller toujours très vite, mais aussi à un moment donné de trouver la bonne vitesse pour pouvoir recharger ses batteries, pour pouvoir accélérer après. Et donc l'enjeu, c'est pas toujours être au maximum de la vitesse sur tous les points de la piste, mais de faire le tour de piste le plus vite possible. Et ça change un peu la donne. Donc l'équipe et les DSI sont un peu comme ça. Il y a à la fois un moteur thermique et un moteur électrique qui a besoin de recharger. Et il y a des moments où on a besoin de taper dans le moteur et je vais pas dire de décharger des batteries, mais d'accélérer et de mettre de la vitesse et de mettre de la tension. Et il y a des moments, on doit être en capacité de recharger les batteries. Et ça demande voilà, beaucoup d'humain, beaucoup d'attention, mais sans perdre de vue ni la stratégie, ni la tactique. On va aller d'abord sur le chiffre le chiffre que je voulais te partager là sur l'étude sur les CI Office qu'on fait. Donc, on a créé une étude, enfin, on est en train de la créer, on va la réaliser en juin à Paris et en fait, une des choses qu'on a vues là sur les CI Office qui est intéressant, c'est d'où viennent les CI Office et 51% viennent du conseil et toi, tu viens d'être d'une poste de DSI. C'est une anomalie statistique, Vianney, désolé et ce que je vois qui est assez différent et c'est intéressant, c'est que des DSI de PME slash, petite ETI et quand je dis petite, c'est pas du tout péjoratif, c'est peuvent en fait devenir CIO Office, que tu as fait toi, de boîtes beaucoup plus grosses, pour ensuite faire d'autres choses, n'importe quoi. Mais dans tous les cas, je trouve que du coup déjà ce move il est intéressant parce que c'est, souvent quand tu es DSI, tu veux rester que DSI. Tu vas aller là et DSI dans une boîte mais en fait, des fois, c'est pas forcément le bon move pour apprendre, pour comprendre et pour, faire le setup. Et le second point, c'est, et ça je trouvais ça intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de DSI quand ils sont dans des structures un peu plus petites, ils ont pas vraiment beaucoup, challengé leur propre organisation parce qu'ils en avaient pas forcément besoin. Et du coup, s'ils passent DSI à une entreprise beaucoup plus grosse, le gap de compétences, de compréhension, il est quand même important. Moi, je l'ai vu, pas ça se passe pas sans mal, quoi. Par rapport à quelqu'un qui voudrait être CIO Office ou qui voudrait commencer, quel que soit son parcours, et c'est quoi les bonnes bases, hein, si tu veux réussir ta mission de CI Office sur la manière dont tu rentres dans ton poste là, dans les 100 premiers jours? Tu sais, on a toujours ces trucs-là de 100 jours. Et c'est quoi que tu lui dis de faire bien gaffe et de soigner? Ça va dépendre dans quel contexte le CIO Office il arrive et dans quel type d'entreprise, dans quel moment de vie d'entreprise. Pour moi, chez Kiabi, ce qui était important, c'était la première chose, je vais pas dire l'humilité, mais le respect des personnes en place et de la transformation en place. On était dans une grosse transformation, donc forcément, humainement parlant, ça challenge. Un minimum de respect à avoir et de pas créer de la tension tout de suite, de la tension envers moi ou de la tension au sein des équipes. Euh, c'est bien comprendre son rôle et bien comprendre comment la DSI fonctionne et comment l'entreprise fonctionne. Je vais pas dire l'inconvénient, mais le risque de quelqu'un qui vient du conseil, c'est que généralement, quand quelqu'un vient du conseil, il parle au DSI. Le principal rôle du CIO Office, c'est surtout de parler à ses collègues et de faire bouger ses collègues. Et donc de se mettre en action. Le conseil, c'est bien. Après, un jour, on pourra débattre du conseil si tu le souhaites, mais J'aime bien. Alors nous, le 1er avril, on est à Lille, on peut aller boire des bières et on va en parler. avec plaisir. Il y a des bonnes bières en plus ici. Et Je vais pas commander du vin chez vous, les gars. Désolé. À un moment donné, de il toute faut façon, savoir mettre des bases, hein. il y en a très peu. D'ici 50 ans, il y en aura, mais c'est pas le business actuel. Le business actuel est autour du houblon et pas autour du raisin. Et effectivement, quand on est dans le conseil, on conseille.
les principales, reproches qu'on peut faire à la partie conseil et donc c'est le risque quand il bascule Office of the CIO, c'est de passer du conseil à l'action, de l'intention à l'action. Et donc voilà et donc c'est comment, trouver les bons leviers et être légitime pour, actionner, pour commencer à poser l'escalier et à monter les premières marches. Et c'est ça qui est important, et après c'est voilà l'implication, l'engagement, mais comme dans toutes les entreprises à ce niveau-là, mais un vrai engagement à côté des équipes et pas un engagement, l'office of the CIO, c'est un peu un métier de l'ombre. Enfin ça doit presque rester un métier de l'ombre quelque part, par rapport à ça, et c'est comment, on va réussir à mettre en avant le travail des équipes, le travail des collègues, comment on va, réussir à en générer plus de valeur et en donner plus de visibilité, mais pour eux, pas pour l'office of the CIO. Et donc c'est plutôt ça que j'aimerais comme approche, après que ça 50 51 des ou la majorité des CIO office viennent du conseil. C'est pas forcément, c'est pas forcément choquant. En tout cas, ça me surprend pas. Moi Donc non ça plus, me ça me surprenait pas, mais du coup, je le voyais quand je préparais l'épisode, je trouvais intéressant. Parce que si tu veux, quand tu vois là, j'ai posté une offre d'emploi pour, DSI parce qu'un client cherche un DSI. J'ai eu 35 personnes qui m'ont contacté, et cetera et des DSI vraiment de toute taille et cetera et je voyais, il y en avait plein où en fait, ils cherchent à être des DSI sur des postes, un peu peut-être un peu chauds et un peu, tu vois, directement où on est sur des ETI internationales et cetera. Alors que si tu fais des sites PME pendant 3 ans et qu'après tu fais ton move de CIO office sur une ETI, en fait, au final, tu vas avoir après des gros postes de grosses DSI si tu veux, mais tu vois, tu as une espèce de plan quand même et tu vois, il y a un move intéressant et c'est pas que dans le même nom du job, tu vois? C'est pas parce que tu fais le passage à l'échelle d'une DSI comme Chrono, ou d'une DSI comme Kiabi, ça ne demande pas les mêmes profils, ça ne demande pas la même expérience, ça ne demande pas la même épaisseur, ça ne demande pas le voilà le et enfin voilà on joue avec, des dizaines de millions d'euros, chez Kiabi. Enfin, quand je dis on joue, voilà, notre responsabilité est extrêmement large. Moi, ça me va bien, à titre personnel, voilà, d'avoir non, mais c'est basculé intéressant. dans une entreprise beaucoup plus grosse, sur un poste transverse pour appréhender comment se pilote une DSI de cette taille-là, dans une entreprise avec ces enjeux-là, avec cette histoire-là et dans un moment de vie d'entreprise qui est en transformation aussi, donc avec un contexte qui est challengeant, où on doit aussi embarquer les équipes. Il y a un gros enjeu autour de la tech, enfin voilà et de la manière avec laquelle on va upgrader, la tech de Kiabi pour répondre à l'ambition de l'entreprise, avec des schémas directeurs métiers et c'est riche de sens. En tout cas, pour moi, c'était riche de sens. C'est pour ça que j'ai fait ce move-là et moi, ça me va très bien et je suis extrêmement content et totalement ravi, d'avoir intégré Kiabi. Trop bien, super. Est-ce que tu as un point que tu voudrais, préciser, amender, un point qu'on n'aurait pas à discuter qui te paraît, Ouais, intéressant de je pense vas-y, qu'on peut vas-y. on pourra faire un podcast sur le sujet d'ici, 1 an ou 2 parce que, j'espère que d'ici 1 an ou 2 mon périmètre aura changé aussi. En général, il vaut mieux. Il vaut mieux et voilà, l'Office of the CIO doit répondre aussi à des enjeux du moment de la DSI. Et donc l'un des enjeux, c'est de mettre en place un certain nombre de sujets, un certain nombre d'items avec mes collègues et qu'à un moment donné, ces sujets-là, on les regarde je vais pas dire d'un peu plus loin, mais parce qu'ils sont ancrés dans le naturel de la DSI et dans les modes de fonctionnement de la DSI. Et donc le périmètre de l'Office of the CIO se concentre ou se focalise sur d'autres enjeux de la DSI, à certains moments. Donc on pourra refaire un podcast De d'ici ouf, un an ou avec 2 et grand j'aurai plaisir. surtout d'autres choses à partager J'ai avec vraiment bien plaisir. aimé, merci pour tout. C'est super intéressant. Un J'ai grand pris beaucoup de plaisir. merci.